Bonjour, je suis Michael Duvaux-Waro, votre hôte pour cette émission, et c'est un plaisir de vous accueillir dans ce rendez-vous audio dédié aux dernières évolutions dans le domaine de la formation des professionnels de la santé. Ce podcast, ou balado, est réalisé de manière bénévole au sein de la Société internationale francophone d'éducation médicale, la CIFEM, et pour la revue Pédagogie médicale. Nous avons décidé de créer ce podcast pour partager des idées novatrices, des témoignages inspirants et des discussions approfondies sur les théories et pratiques en matière d'éducation médicale. Chaque épisode de Pédagogie médicale podcast explore les nouvelles frontières de la formation en santé avec comme base de discussion un article publié dans la revue Pédagogie médicale en compagnie d'un ou de plusieurs auteurs de l'article sélectionné. Nous espérons que ce contenu vous donnera envie de rejoindre notre communauté professionnelle et scientifique à but non lucratif en adhérant à la CIFEM, en vous abonnant à la revue ou les deux. Alors pour notre 5e article du mois aujourd'hui, je reçois Delphine Guyet et Éric Saillot pour l'article « Un dispositif en formation initiale innovant sur la réflexivité des masseurs-kinésithérapeutes en situation clinique » publié en avril 2024. Alors Delphine, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir invités. Et Éric, bonjour. Bonjour Michael. Alors, je vous remercie tous les deux pour votre participation à cette émission. Pour que les auditeurs puissent vous situer, je vous propose peut-être de commencer par vous présenter en quelques mots et éventuellement nous déclarer des conflits d'intérêts que vous pourriez avoir avec le sujet du jour. Peut-être Delphine pour commencer ? Donc moi, je suis effectivement kinésithérapeute de formation initiale, puis cadre de santé, puis j'ai été intégré une école de formation à un moment, et puis un petit peu dépassé parce que je rencontrais à l'école, j'ai décidé de retourner à la fac pour avoir des grilles de lecture, d'où mon premier master. Et à l'époque, pour continuer en thèse, il fallait faire un deuxième master de recherche, donc je me voilà faire partie un deuxième mémoire. Et puis je suis entrée en thèse, du coup, effectivement, à l'université de Rouen. C'est comme ça que j'ai finalement rencontré Éric, puisque Éric était dans le même laboratoire que moi. Et j'ai donc fait une thèse en sciences de l'éducation sur le thème du raisonnement clinique. Ça, je l'ai soutenu en 2019. Depuis, je suis maître de conférences associée et je suis conseillère scientifique paramédicale dans une école de formation de rééducation où il y a des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, des psychomotriciens et des pédicures-podologues. Super. Éric, peut-être pour continuer ? Donc moi, je suis professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation au laboratoire CIRNEF, le Centre interdisciplinaire de recherche normand en éducation et en formation, à l'université de Caen. Je suis co-responsable de ce laboratoire pour le thème 2 du laboratoire sur les questions de professionnalisation, de professionnalité, d'analyse du travail. Et donc, je suis dans ce domaine de l'analyse du travail ou de l'activité, dans cette démarche dont on va parler sans doute ensemble, de la didactique professionnelle. Et donc, à l'origine, je suis plutôt dans l'analyse de l'activité enseignante en classe, de mon premier métier. J'étais prof des écoles, j'étais enseignant spécialisé pendant une quinzaine d'années. C'est dans ce domaine professionnel que je me suis intéressé à la pédagogie, aux questions d'ajustement, dont on parlera également tout à l'heure, je pense. Et puis, donc, mon directeur de thèse et puis garant d'HDR, c'était Thierry Piot, donc prof d'université, longtemps directeur du laboratoire et qui avait collaboré avant moi avec Delphine à l'IFRES d'Alençon et puis également avec Jean-Luc Rinaudot, son directeur de thèse, pour essayer de tisser des liens entre nos différents mondes universitaires et professionnels. Et anecdote, Thierry Piot était mon président de jury de thèse. Le monde est petit. Le monde est petit. Alors, peut-être pour rentrer directement dans le sujet, pour commencer à parler de l'article, on va parler un petit peu des bases conceptuelles qui ont animé et guidé la création de votre dispositif pédagogique. Alors, vous convoquez le modèle d'ajustement multiregistre dans votre cadre théorique pour ce dispositif de formation, en indiquant que celui-ci s'inscrit dans la didactique professionnelle. Alors, dans un second temps, nous viendrons au modèle d'ajustement multiregistre pour comprendre de quoi il s'agit. Mais est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs et nos auditrices ce que l'on entend par la didactique professionnelle et peut-être aussi pourquoi il faut s'y intéresser en tant que formateur ou enseignant? Donc, la didactique professionnelle, si on doit la résumer sans doute vite et mal, c'est l'analyse du travail pour la formation et réciproquement, l'analyse de formation pour essayer de comprendre si elles permettent de développer des compétences professionnelles au plus proche du travail réel. Donc, c'est cette dialectique entre travail ou activité et formation que nous proposent en fait les auteurs d'origine que sont Pierre Pastré, Gérard Vergniaud. Donc, le premier ayant fait sa thèse
en 1992 sous la direction de Gérard Vergniaud. Donc là, c'est un grand psychologue français qui lui-même avait été formé par Jean Piaget. Donc on voit les filiations. Et donc, il s'était associé pour essayer, on va dire ça comme ça, de didactiser la formation professionnelle afin de la rendre plus efficace. Donc, on retrouvera dans cet outillage les notions de schème qu'a développé Gérard Vergniaud à la suite de Piaget pour essayer de comprendre comment fonctionnent les compétences professionnelles. On retrouvera la théorie de la conceptualisation dans l'action, chère à Gérard Vergniaud, à la suite, encore une fois, de Piaget. Et puis, par rapport aux travaux de Pierre Pastré, on pourrait trouver les notions de concept pragmatique. Et puis, la notion centrale en didactique professionnelle, qui est celle de situation. Donc, il avait coordonné un numéro de la revue Éducation permanente qui est Apprendre des situations en 1999. Donc, comprendre comment les situations fonctionnent, de travail, de formation, c'est l'ADN, sans doute l'un des éléments clés de l'ADN de la didactique professionnelle. Et puis, pour m'arrêter là en quelques secondes, avant de reprendre si vous voulez, c'est là où ça peut nous intéresser effectivement, parce que ça va nous permettre sans doute d'articuler certaines dimensions de nos mondes respectifs, que ce soit nos mondes disciplinaires, universitaires et professionnels. Car ça, si vous voulez, dans une époque contemporaine voilà, où on nous propose souvent un monde binaire, c'est refuser le monde binaire et c'est appréhender le défi de la complexité, notamment dans la dialectique théorie-pratique. C'est-à-dire que la théorie pratique, souvent, c'est une dialectique qu'on nous vend d'une manière caricaturale et s'intéresser au travail sous un angle comme ça, de cette dialectique entre analyse du travail et formation, c'est quel lien on peut tisser entre les théories et les pratiques. Et quand on est dans des écoles de formation, notamment en santé, mais pas que, dans le travail social ou en éducation, cette dialectique nous intéresse fortement. Voilà. Et moi, j'avais convoqué cette didactique pro parce que ma thèse, c'était sur ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qui se passait quand un étudiant découvrait pour la première fois un patient en stage libéral sous la houlette d'un tuteur. Et ça, c'était il y a longtemps déjà. Maintenant, il n'y avait pas encore vraiment de stage libéral en kiné. Et du coup, il n'y avait pas grand-chose sur ces écrits-là. Et du coup, on était vraiment dans du travail prescrit. Du coup, à l'école, du travail prescrit. Mais concrètement, ce qui se passait sur le terrain, il n'y avait pas de tuteur vraiment formé, ça s'ouvrait. Donc, on ne savait pas ce qui se passait une fois que la porte du cabinet était fermée. Du coup, c'est pour ça que moi, j'avais convoqué cette théorie pour justement vérifier cette dialectique et voir un peu ce qui se passait et comment on pouvait réinjecter ça dans la formation pour être au plus près du travail qui se passait réellement. Vous parlez de théorie et de pratique en refusant cette binarité. Pourtant, alors nos textes nous imposent, entre guillemets, ces concepts de théorie et de pratique. Mais du coup, est-ce que pour vous, ça vous semble encore pertinent de parler de théorie et de parler de pratique, ou alors il faut même abandonner ces termes? Alors, on est bien d'accord que pour pouvoir en parler, on va être amené à découper le réel de façon artificielle pour pouvoir créer des catégories et d'en parler. C'est tout ce que font les sciences, et les sciences humaines et sociales en particulier. Donc, il faut distinguer la théorie que l'on crée pour pouvoir analyser le réel et en parler, et de la réalité complexe qui, elle, est imbriquée. C'est-à-dire que même les modèles dont on pourrait parler tout à l'heure, celui des ajustements multiregistres, celui des macro-préoccupations, tout autre modèle qui sont des catégories, je dis, mais ce sont des boîtes pour penser le réel. La boîte, c'est un outil, un format d'étayage, dit Jérôme Brunner, pour pouvoir découper le réel et mieux le comprendre, mais en réalité, c'est complexe. Cette complexité en dialectique professionnelle, Pierre Pastré nous l'explique notamment par l'articulation entre les registres pragmatiques et épistémiques de la connaissance et de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux formes de l'intelligence, il n'y a pas deux formes de la connaissance, il y a deux registres qui s'imbriquent. Le registre pragmatique qui est dans le faire et le registre épistémique, le savoir-dire, ce que l'on fait. Et par rapport à ça, effectivement, on pourrait même remonter plus loin que la dialectique professionnelle, avec sans doute une référence qu'on connaît tous, qui est le praticien réflexif et Schoen. Et souvent, je donne une citation à mes étudiants, c'est de Schoen, qui dit « Le professionnel compétent en sait toujours plus que ce qu'il peut en dire ». Ça veut dire que d'abord, quand on est un professionnel, on est dans l'action. Et c'est le registre pragmatique qui est premier. C'est l'intelligence du geste qui est premier. Et là-dessus, on va se réarticuler à Piaget, sur lequel se sont appuyés les grands auteurs des didactiques pro, avec son ouvrage de 1974, Réussir et comprendre. C'est-à-dire que d'abord, on est dans l'action, on réussit quelque chose, et on a besoin ensuite d'explicitation, de mettre des mots, de prise de conscience pour pouvoir passer de la compétence incorporée à la compétence explicitée. Donc, on voit tous les liens qui peuvent être faits, mais en fait, c'est un tout. Et quand on s'intéresse à des gestes techniques en santé, on voit bien la dimension de la compétence incorporée. Voilà. Et que la compétence incorporée, elle est bien visible, même pour moi qui ne suis pas un professionnel de santé. Et puis, on la voit bien également pour ce qui m'intéresse beaucoup, dont on parlera également, tout ce qui sont les compétences communicationnelles et interactionnelles. Elles sont tellement incorporées à qui on est
que pour les chasser comme chercheurs ou comme formateurs, on voit bien le défi immense qui est face à nous. Et que là, comment on peut découper théorie et pratique, registre pragmatique et épistémique quand on parle de dimension communicationnelle ou interactionnelle. Mais d'autant plus que, en fait, on voit quand même dans beaucoup de cursus que cette dichotomie théorie-pratique, elle est souvent chronologique. Donc on voit que dans beaucoup de cursus et de formation, alors on va d'abord apprendre la théorie bien, et puis après et ensuite on va faire de la pratique bien. Et d'ailleurs les étudiants parfois nous disent aussi, hein, ah bah je l'ai pas vu en cours, donc je peux pas faire en stage, tout ça. Mais du coup, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que c'est pas forcément nécessairement à faire chronologiquement comme ça. D'abord la théorie, puis la pratique. Ben, on est bien d'accord, si on se place dans l'ADN de la didactique professionnelle, mais pas que de la didactique pro, hein, mais de ces courants, parce qu'il y a plusieurs courants qu'on appelle de démarche orientée activité, on se situe dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'alternance intégrative, c'est-à-dire que où on doit partir des situations de travail ou des situations de formation et que ça va dégager des questionnements professionnels ou des préoccupations professionnelles et que voilà, c'est là que va se jouer les allers-retours, ces fameuses boucles et c'est un peu le défi qu'on a face à nous. Ou que quand on crée un dispositif, comme celui dont on parlera et avec Delphine, c'est qu'effectivement, comment ce dispositif permet de mettre les étudiants en situation, ou si elles sont didactisées comme dans notre dispositif, comment ces situations didactisées peuvent parler travail réel pour leur permettre de faire des liens avec des situations qu'ils auraient vécues en stage, ou enfin, etc., ou sur le terrain, vraiment auprès de vrais patients, entre guillemets. Mmh. Et puis chez les kinés, en fait, ils vont dès la première année en stage, dès le premier semestre, ils sont déjà en stage. Donc en fait, on peut pas chronologiquement faire les choses et il faut pas non plus que la rencontre du travail réel soit un frein. Alors pourquoi je dis ça et que ce soit un obstacle du coup parce que il faut pas qu'on sépare le milieu du travail et les fameuses données probantes où on verrait que ça en formation. En fait, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on est quand même dans un institut de formation, donc on veut former des bons professionnels qui répondent à un rôle social et à une prescription qu'on nous a faite, puisque finalement, les instituts de formation ont un rôle délégué de former des professionnels compétents. Et du coup, il n'est pas question que, en fait, le stage soit un frein. Or, en stage, on a aussi l'incorporation et par l'imitation. Et ça, je pense à beaucoup à Delbos et Joriot qui ont travaillé sur les paludiers, sur toute la transmission des savoirs. Il y a beaucoup de choses qui sont transmises de pair en pair sans qu'on s'en rende compte. Et du coup, c'est toutes les fameuses règles professionnelles, tous les savoirs tacites. Et moi, j'ai pas trouvé encore de livre, mais peut-être que j'ai pas encore cherché, où on nous dit voilà ce qu'est être un kiné. Et j'ai pas encore trouvé sur c'est quoi le savoir-être du kiné, c'est quoi son savoir. Il y a des bribes qui arrivent puisqu'on commence à avoir pas mal de données probantes. Donc, on sait que tel test est efficace, tel test il est pas efficace. On connaît le modèle du raisonnement clinique, mais concrètement, comment tout ça s'imbrique pour être un kiné, ça, on le sait pas encore. Et sur quoi aussi on s'appuie, c'est quelque chose qu'on va travailler avec Eric prochainement, c'est que, par exemple, on s'est beaucoup inspiré du modèle de Charlin sur et les erreurs d'Odetta sur raisonnement clinique et les erreurs d'apprentissage. Et l'une des premières choses, c'est de repérer les indices clés. Or, les indices clés, en fait, les étudiants, quand ils voient le kiné en stage, en fait, il a tellement un regard clinique, il voit tout de suite les indices clés qu'il n'est pas capable encore de les discerner. Donc, on leur fait faire un petit travail qui s'appelle les mots MOT et les mots MAX du patient, et on essaie de lui faire réécrire, enfin, de faire un entretien avec un patient et qu'il le retranscrive après. Et là, il se rend compte qu'en fait, il y a plein de choses qu'il a fait, il s'en est même pas rendu compte, et que quand finalement il réenregistre, enfin, il réécoute son entretien pour le transcrire, il n'a pas entendu tel mot du patient, il n'a pas pensé à rebondir dessus. Donc déjà, essaie de lui faire prendre conscience de tout ce qu'il a ingurgité sans s'en rendre compte. Et souvent, ils se rendent compte qu'ils n'ont même pas fait de diagnostic, mais ils nous proposent déjà un traitement. Or, ça, c'est pas possible. En fait, il y a tellement de raccourcis. Et donc ça, c'est aussi pour ça que les modèles et les détours par les sciences de l'éducation me semblent importants, c'est que ça évite tous ces implicites et ces raccourcis. Et on peut remettre des modèles en disant, attention, là, il vous manque des choses, quoi. Et tant que ça s'est pas passé à l'explicitation, on s'en rend pas compte. Oui, ça permet la discussion, l'échange avec les pairs, avec les enseignants, avec l'équipe et de les conceptualiser et de l'ancrer aussi, parce qu'on peut vivre des choses et vivre des expériences, mais si on l'ancre pas et que ça n'a pas d'implication sur la pratique d'après, ça ne sert finalement pas à grand chose. Ces explications de Delphine me font penser à une précision par rapport à la didactique professionnelle. Tout à l'heure, on a dit rapidement, c'est à l'année du travail pour la formation. Mais la conception de la formation de la didactique professionnelle, c'est pas la formation au sens classique et formel comme on l'entend. Ça peut être ça. On est plutôt du côté des apprentissages professionnels. Ce qui est une vision beaucoup plus large de la formation
c'est-à-dire en session didactique et en session de travail, et puis sans qu'on le veuille, comme le dit Delphine, même les apprentissages tacites, qui sont la part un peu, on va dire, mystérieuse et immergée de l'iceberg. Et donc, ces apprentissages professionnels, apprendre l'activité, c'est ce qui intéresse beaucoup, ce que dit Pierre Pastré. Plus que comprendre l'activité, c'est aussi apprendre l'activité qui est derrière. Donc, voilà, redire rapidement que, l'a évoqué également Delphine, la psychologie ergonomique avec la distinction tâche-activité, c'est l'un des duos conceptuels, voilà, fondamentaux de la didactique professionnelle. La tâche, ce qu'on a à faire, l'activité, ce qu'on fait vraiment. Et souvent, en formation, on est du côté de la tâche. Donc, du côté des prescriptions, du côté des référentiels. Et on n'est pas forcément ni du côté du travail réel, ni du côté du cheminement personnel du sujet en formation qui fait comme il peut au gré de ce qu'il fait. Vous voyez? Donc voilà, de passer donc des référentiels et de la tâche à l'activité et au sujet. Si on est du côté de l'activité, on est du côté du sujet et on est du côté du travail réel. Donc c'est un peu une rupture comme ça à opérer sans doute d'un point de vue paradigmatique pour les formateurs. Alors, si vous voulez bien, on peut peut-être parler maintenant du modèle d'ajustement multiregistre. Peut-être nous dire en quoi ça consiste ce modèle, le décrire, et puis ce qu'il peut apporter en fait dans notre compréhension du sujet. Cette notion d'ajustement en sciences de l'éducation et de la formation, elle vient essentiellement des courants d'années d'activité enseignante. On en trouvera quelques prémices chez Marguerite Alté, l'un des grands noms des sciences de l'éducation et de la formation, et puis un petit peu également chez d'autres, mais c'est essentiellement chez Dominique Bucheton, donc une collègue, une femme de Montpellier, qui a créé un modèle, le modèle du multi-agenda de macro-préoccupation enchâssée pour essayer de mieux comprendre l'agir enseignant en classe, et qu'on va trouver la notion d'ajustement ou de co-ajustement. Donc l'ouvrage que j'avais publié en 2020 sur cette notion d'ajustement en pédagogie scolaire, on va le dire comme ça, où j'avais fait toute une généalogie, c'est de comprendre d'où ça vient, quels auteurs. On peut également trouver en fait des racines en linguistique. Et donc c'est là qu'on en parlera tout à l'heure. On est en train de travailler sur un article avec Delphine sur les compétences interactionnelles où on va remonter à cette genèse linguistique et communicationnelle des ajustements, sur le fait qu'en fait, quand on communique les uns avec les autres, on ne cesse de s'ajuster, mais très souvent de façon inconsciente, voilà, non conscientisée. Si on veut que ça passe du côté des registres professionnels, ça va devenir quelque chose de l'ordre de la conscientisation et de la stratégie d'action, de la stratégie professionnelle. Et si vous voulez, 1 an ou 1 an et demi après mon ouvrage, donc j'avais fait mon HDR, habilitation à diriger des recherches, que j'avais consacré à cette notion d'ajustement, comme ensuite, effectivement, un cadre d'analyse pour l'ensemble des métiers d'interaction humaine, en particulier les métiers, voilà, de la santé. Donc, c'est d'essayer de mieux comprendre ce qui se joue entre un professionnel et un bénéficiaire pour toutes ces situations qu'on appelle finalement, qui se rapprochent de la coactivité ou d'un couplage d'activités, dit Jean-Marie Barbier. C'est-à-dire qu'on a besoin l'un de l'autre. On ne peut pas faire son travail seul. C'est comme faire une espèce d'échange de tennis. Si l'autre nous renvoie un énorme coup sur notre revers et qu'on n'est pas très bon, on va pas pouvoir bien jouer. Donc il y a une espèce de métaphore comme ça où d'autres comme Gérard Sansevy prend la métaphore des danseurs, un danse de salon. Et donc il y a cette dimension-là où comment réfléchir à rentrer dans un rapport gagnant-gagnant. Donc là, vous pourrez le dire beaucoup mieux que moi dans tout ce domaine de la santé, mais on est dans ces dimensions-là. Et on y reviendra. Donc, j'ai construit un modèle qui s'articule autour de 4 notions, là, penser, dire, faire, observer, écouter, pour essayer de mieux comprendre la réflexivité qui se cache derrière ces pratiques ou ces activités d'ajustement. Et on peut peut-être y revenir dès maintenant, parce que si je comprends bien, ça sert aussi de guide pour les étudiants pour mettre des mots sur les ajustements qu'ils font dans la pratique et dans le réel. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà un petit peu de de ces 4 actions et de ce guide? Alors, penser, dire, faire, observer, écouter. À l'origine, le trio penser, dire, faire était un trio, encore une fois, qui venait de Dominique Bucheton, la collègue de Montpellier, et qui, dans mes travaux, je me suis dit, en fait, quand on s'ajuste à quelqu'un en tant que professionnel, on a le observer, écouter. Donc, le observer, écouter, je l'ai ajouté dans cette modélisation à la suite de mes travaux sur les pratiques d'étayage des enseignants. Donc, quand les enseignants aident les élèves dans des petits groupes, pour vous contextualiser précisément d'où ça vient. Et on s'est aperçu que observer et écouter l'élève quand on a besoin de l'aider, on ne cesse de prendre de l'information. Donc, on arrive ensuite à l'ADN qui va être derrière, et avec les liens avec les travaux de Delphine, c'est-à-dire que s'ajuster dans ce domaine-là, c'est lire son environnement de travail. Et lorsqu'on est dans un métier d'interaction humaine, lire son environnement de travail, c'est lire de l'humain. Donc Delphine, dans sa thèse, elle a parlé de lire le patient. Comment mieux lire le patient. C'est là qu'on peut faire des liens très forts et qu'on s'entend bien d'un point de vue là pour articuler ce que l'on fait. Et je donne la parole à Delphine pour qu'elle nous en dise plus sur ce qu'elle avait dit autour de lire le patient. Du coup, effectivement, l'idée, c'était qu'est-ce que finalement l'étudiant découvre quand il voit ce patient pour la première fois, quelle information il prend en fait, comment il se débrouille avec ça. Parce qu'en fait,
Olry avait déjà parlé du corps à corps du kiné, donc ça, il en avait déjà beaucoup parlé. On savait déjà, il y a Parache, par exemple, qui avait trouvé quelques informations sur les critères d'arrêt des séances. Qu'est-ce que les formateurs prenaient comme critères pour les séances, pour décrire les séances, mais on n'avait rien d'autre en fait. Et on n'avait pas d'informations visuelles, informations collectées, etc. Et en fait, il y a, par exemple, dans les modèles que j'avais, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de la place du patient. Il y a, par exemple, la triade qui était dans ma thèse, où c'est la patiente qui finalement dit à l'étudiante, mais moi c'était un problème de coût, et l'étudiante essaie de faire son entretien, puis manifestement il manquait des informations, et c'est la patiente qui lui a donné un petit élément clinique hyper important pour que finalement l'étudiante se dise ah oui, ça je connais, et qui du coup a changé sa conversation et son interrogatoire pour revenir à une question sur si vous avez des petits fourmillements dans la main, peut-être que vous aviez une névralgie cervico-cobacal, et du coup qui a redonné des informations aux patients. Et du coup, on voit bien comment il y a eu une coactivité qui s'est préparée sans que l'étudiante s'en rende vraiment compte. Mais c'est bien la patiente qui lui a amené des informations pour qu'elle apprenne à la lire, en fait. Et du coup, c'est bien le patient qui a son propre mode d'emploi de sa pathologie. Et c'est aussi pour ça qu'on insiste beaucoup. Enfin, moi, je trouve ça hyper important d'insister sur ces modèles. On pourrait se dire, mais à quoi ça sert d'aller faire des pas de côté? C'est que quelque part, il y a vraiment la coactivité en permanence avec le patient, et que le patient, il vous donne tout, en fait. Et après, il suffit d'apprendre à le lire et d'apprendre à l'écouter. Et puis déjà, vous avez fait une partie de votre diagnostic, parce qu'il faut pas oublier que on doit absolument apprendre le raisonnement clinique. Le raisonnement clinique, c'est une enquête, en fait. Et du coup, l'enquête, c'est prendre des informations de droite, de gauche. Et plus le patient vous en donne, finalement, moins vous avez d'enquête à faire, et vous êtes quand même bien arrivé aux choses. Mais du coup, comment finalement on apprend cette enquête? Ça, on n'a pas grand-chose sur le sujet. On sait qu'ils doivent être pertinents. Donc, si on reprend le podcast que vous avez fait il y a pas longtemps avec Yannick Perdry, on sait qu'on va le mettre dans une zone d'incertitude. On sait que c'est l'incertitude, le cas clinique. Mais concrètement, à quel moment on peut le mettre dans telle et telle situation? Quand est-ce qu'on sait que le curseur il arrive? Puisque on va le mesurer, mais concrètement, comment on a fait avant pour qu'il soit capable de répondre? Et du coup, c'est bien tous ces petits éléments qu'on voit de droite, de gauche qui nous permettent de dire. Et donc, quand on prend le modèle de Eric et qu'on l'a finalement mis, il a changé un petit peu, il a mis percevoir du coup, mais percevoir, pas forcément percevoir, c'est aussi percevoir au toucher, puisque il s'est rapproché aussi et c'est Joris Thievnas qui parle ça des petits riens, et du coup qui a aussi fait un article sur l'apprentissage et la mobilisation passive chez les kinés. C'est tous les petits riens que finalement l'étudiant prend pour savoir si la mobilisation passive est faite ou pas. Et du coup, comment on sait que que l'étudiant en est là et qu'on va pouvoir le mettre en incertitude et le mesurer, surtout sa performance. Mais c'est intéressant parce qu'on sent le lien qu'il peut y avoir avec le raisonnement clinique. Vous l'avez d'ailleurs évoqué, les scripts, et donc même après les tests de concordance de script ou la formation par concordance sur les micro-jugements. Et là, en fait, mais c'est vrai que on voit souvent le raisonnement clinique avec les grands éléments d'évidence, de preuve, le test validé. Et en fait, vous, sur l'ajustement, j'ai l'impression que vous vous intéressez également aux petites choses, aux petits indices. Mais en fait, c'est mis bout à bout à l'intérieur quand on passe du temps avec la personne. C'est ça qui fait que on se comprend l'un l'autre et que ça avance. Et j'ai l'impression qu'il y a, dans le cœur de vos propos, il y a ça quand même. Alors, Delphine l'a cité, mais c'est vrai que voilà, on doit insister sur le travail de recherche du collègue Joris Thievnas, qui a beaucoup travaillé là-dessus en santé, que ce soit la dimension de la théorie de l'enquête, de Dewey, il a repris pour essayer de le mettre comme un modèle d'analyse, et voilà, ou soit sur la dimension micrologique de l'expérience, et c'est lui également qui travaille beaucoup là-dessus, et que l'on reprend. Donc effectivement, cette double dimension, pour apprendre du patient, mais parfois par rapport à des détails qui paraissent insignifiants, mais qui sont pas insignifiants pour la personne expérimentée. Donc voilà, c'est là que ça nous interroge tous sur c'est quoi l'expérience, pourquoi on va s'arrêter sur ce détail et pas sur un autre détail. Et donc c'est vrai qu'apprendre du patient, notamment dans ce monde du soin, de la santé, ça demande également à changer de posture professionnelle pour le soignant. Parce que souvent, on est souvent incorporé avec une espèce de posture de l'expert, c'est celui qui sait. Et qu'apprendre de quelqu'un, c'est c'est déconstruire cette posture, aller dans une forme de lâcher prise pour comprendre. Mais il y en a ça aussi chez les enseignants, finalement, parce que l'enseignant, c'est aussi celui qui sait, c'est l'expert. Et donc, c'est la même déconstruction à faire, de passer de la posture de l'expert à la posture de l'accompagnant et celui qui se questionne avec. Donc, tout ce qui est autour de, comment dirais-je, de l'accompagnement. On pourrait citer les travaux de Maëlle Lapolle, qui sont dans notre domaine, mais voilà, sur l'accompagnement, c'est la référence, notamment en France là-dessus. Et puis, vous pourrez trouver, si ça vous intrigue, des phrases assez intrigantes du philosophe Kierkegaard sur l'accompagnement qui dit il faut aller chercher la personne là où elle est, justement là,
Et donc là où elle est justement là, c'est vrai qu'on est dans une relation, par exemple, médecin-patient. Si le médecin nous prend pas de là où on est au moment où on vient dans son cabinet, je pense qu'il rate quelque chose. Et en tant que patient, on l'a parfois connu, cette espèce voilà, de décalage, on va dire, Ouais. parfois d'anachronisme entre ce qu'on nous raconte et ce qu'on est venu chercher, pour le dire un peu rapidement, sans doute mal. Et puis, je voudrais faire un clin d'œil également donc à Thierry Piot, on l'a évoqué en introduction, mais Thierry Piot, à la fin de sa carrière, même s'il avait peu écrit là-dessus, il s'est intéressé aux pratiques qui feraient que les soignants seraient quelque part des pédagogues, des éducateurs. C'est-à-dire qu'on parle d'éducation thérapeutique, certes, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que dans toutes ces stratégies d'explicitation, mais également de prise d'information, pour s'ajuster, pour s'adapter, etc., ça fait de ces professionnels des pédagogues ou des éducateurs. Donc là aussi, on est sur un changement de paradigme, on est sur un changement de posture qui va être intéressant de creuser tous ensemble dans des prochains chantiers. Nous, en kiné, on n'a pas les macro préoccupations encore. Par exemple, ça existe beaucoup chez les pratiques enseignantes, dont on a parlé Eric, mais en kiné, on n'a pas finalement. C'est quoi la macro préoccupation du kiné ou du rééducateur? On n'a pas ça. Donc, on a essayé avec Eric l'année dernière, ou il y a 2 ans, l'article devrait enfin sortir dans un forum, dans un symposium, d'essayer de repérer ce qu'on avait déjà, ce qui était déjà acté dans tous les articles, pour repérer un petit peu quelles seraient des macro préoccupations du rééducateur. Donc, ça devrait sortir bientôt. Alors, sur ce thème de préoccupation, voilà, ça vient de l'ergonomie. Il y a deux dimensions à ce terme-là. On est soit sur ce qui préoccupe, voilà, ce qui m'intrigue un peu, mais c'est pas ça, en fait. Faut pas prendre en ce sens-là. Au sens de la directive professionnelle, on est plutôt sur ce qui guide mon activité de travail. Donc, l'idée de macro-préoccupation, tu as parlé des boîtes, c'est quelles sont les grandes catégories qui guident ce que j'ai à faire quand je fais mon travail. Et ce qui fait que ça, c'est aussi un travail de mise en mots, quand on parlait de créer des catégories, qui doit se faire avec les professionnels de l'intérieur, avec leurs mots, pour essayer de comprendre, voilà, et de trouver les invariants de l'activité. Donc, si je fais cette expérience, les invariants de l'activité ou de ce qui guide mon activité, c'est complètement l'ADN de la directive professionnelle. Et pour que ça parle métier, que ça vous parle dans chacune de vos familles professionnelles, que ça parle pour les gens à l'intérieur, quoi. Voilà, et que ça puisse guider ensuite des étudiants, des stagiaires pour pouvoir rentrer dans cette démarche métier. Alors, je pense que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent comprennent peut-être un peu mieux l'intérêt du coup de s'intéresser à la didactique professionnelle et le modèle à proprement parler. Peut-être on peut parler du dispositif pédagogique qui a été mis en place, que ce soit en termes de séquences ou autre, et puis aussi la manière dont vous l'avez étudié par la recherche-action. Donc, c'est une séquence de 4 jours qui est séparée 2 fois 2 jours et qui est séparée par un stage de 6 semaines. Et du coup, quand les étudiants reviennent de stage, ils ont de nouveau 2 jours qui permettent de préparer les MSP qu'ils auront après, les mises en situation professionnelle qu'ils auront après. Et du coup, qui permet aussi un retour sur le stage. Donc, la première séquence était faite avant par Thierry Piot, puis maintenant par Eric, qui est du coup axée sur effectivement la communication, et c'est ce qu'on a appelé tous les deux le pas de côté sciences de l'éducation. Et donc, Eric apporte ce qu'est la didactique professionnelle, ce qu'est la communication, et du coup, avec des modèles très conceptuels des sciences de l'éducation, et puis il amène l'ajustement. Et du coup, dans cette première séquence, il y a des petits exercices que Eric demande sur, je reprends une situation avec un patient, une première rencontre, et j'essaie de trouver ce que j'ai fait, du coup, en utilisant le modèle de l'ajustement, et j'essaie de mettre en mots ce que j'ai fait. Et puis une fois que j'essaie de le faire tout seul en tant qu'étudiant, j'essaie de me mettre dans un groupe, et puis les groupes le nombre de groupes est constitué, et du coup, qu'est-ce que le groupe produit avec cette séquence, et puis d'essayer de proposer une modélisation qui est présentée à l'ensemble de la promo, et du coup pour essayer de repérer le fameux invariant. Et c'est ça que nous avons fait dans l'article qui paraît dans Pédagogie médicale, c'est d'essayer de voir. Ça fait 3 ans maintenant qu'on fait ça, Eric, 3 ans, et du coup on avait un certain nombre de modélisations, et du coup est-ce on a essayé de les classer? Est-ce qu'on pouvait trouver des choses? Est-ce qu'il y avait des invariants qu'on pouvait retrouver? Est-ce qu'on pouvait retrouver des indices de professionnalisation? Est-ce qu'on trouvait des indices de réflexivité? Et du coup, c'est ce qu'on vous a présenté dans l'article. Et du coup, on voit que certains sont... Alors c'est vrai que Pastré, il le dit, qu'il y a un manque de mots même de l'expert. Donc effectivement, la mise en mots est difficile. On a vu que le partage du groupe facilitait la mise en mots. Donc certains ont fait des modèles très centrés sur le care. Donc on voit, c'est le prendre soin, ce que je dois dire. D'autres ont réussi à faire des choses un petit peu plus disciplinaires. Donc par exemple, il y a la respi. On a proposé quelque chose sur le cardio-respi. C'est les étudiants qui l'ont fait. Donc ils ont mis des critères, des indicateurs dans chaque case en fonction de la discipline. Et puis il y a d'autres, c'est encore un peu mélangé. Et donc, on voit bien que ces étudiants-là, ils ont quand même beaucoup de mal. Et que si on les mettait face à un patient et qu'on les mettait en MSP, et notamment si on voulait faire la performance dans l'incertitude, ils seraient pas bons parce qu'en fait, ils en sont pas encore là, quoi.
ils en sont pas encore là. Donc c'est aussi comment nous, on peut ajuster derrière pour que ça s'améliore. Alors, c'est vrai que, comme tu l'as évoqué, on l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est difficile et donc c'est ambitieux pour les étudiants, Mhm. mais c'est également un exercice ambitieux quand on a un professionnel expérimenté, comme on l'a dit, que ce soit la citation de Pierre Pastré qui est dans le texte ou celle de Schoen dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que dans différents métiers, que ce soit récemment, j'ai appliqué un peu ce modèle-là également avec des conseillers en formation continue des Greta, où je le fais depuis de nombreuses années avec des enseignants. Donc c'est à la fois presque touchant de voir que dans ce cheminement, il y a un vrai apprentissage professionnel de la conceptualisation, qui est un gros mot pour dire essayer de mettre des mots sur ce que l'on fait, ce qui est proche de la réflexivité, qui est se regarder pédaler quelque part, se regarder faire. La conceptualisation, un concept, c'est un mot qui va reprendre une famille d'actions, d'activités pour pouvoir mieux en parler quelque part. Hein. Quand on dit là, c'est un carré, vous avez tous des images mentales de ce qu'est un carré. Quelque part, c'est ce qu'on apprend à faire dans toute notre éducation, si vous voulez. Et on a besoin également de faire ce cheminement-là, je tiens beaucoup à ça, dans tout notre apprentissage professionnel, où il y a l'idée derrière de culture professionnelle. Si on prend voilà, la phrase de Jérôme Brunner, la culture donne forme à l'esprit. Et que parfois, quand on s'intéresse à un métier, on en revient à notre dialectique théorie pratique, on considère que c'est un allant de soi, ou que c'est pas du tout, comment dirais-je, positif, c'est pas du tout bien vu de savoir bien parler de son travail. Ce serait pas une partie d'intelligence. Alors que ça nécessite un apprentissage, ça nécessite un accompagnement, et je pense que justement, ça fait rapport à un haut niveau de réflexivité. Même quand on fait un jeu comme ça, si vous le faites faire des formateurs qui seraient des gens d'un haut niveau, on voit bien que c'est un vrai challenge. Donc je pense que c'est se remettre tous dans une espèce de démarche de réflexivité, de conceptualisation, qui est un défi pour nous tous de valoriser ça. Et je pense qu'au bout du compte, ça fait valoriser aussi une face cachée de notre travail. Qu'on soit enseignant, travailleur social ou soignant, ça valorise une face cachée de notre travail qui va, si vous me permettez, jusqu'à même interroger ce qui fait la scientificité dans certains domaines. C'est-à-dire que quand on articule les travaux entre, en France aujourd'hui, vous savez, la 70e section de la CNU, les sciences d'éducation de la formation, ou par exemple la 91e sur la rééducation, ça veut dire qu'il n'y a pas que le quanti ou les données probantes qui vont guider la scientificité d'un travail. On voit bien que tout ce que nous sommes en train de nous dire depuis tout à l'heure ne peuvent avoir un sens scientifique que dans une approche qualitative et compréhensive où on a besoin de finesse et on a besoin également de collaborer au plus près avec les travailleurs pour, dans un rapport gagnant-gagnant, les aider à mettre des mots sur ce qu'ils font. Enfin, oui, donc on est sur une organisation scientifique bien précise où je pense que nos familles disciplinaires universitaires doivent en prendre conscience, me semble-t-il, si vous me permettez cette petite parenthèse. Ça semble particulièrement intéressant parce que on sait que dans les dynamiques de collaboration interprofessionnelle, il y a souvent un besoin de clarifier les rôles pour réussir une collaboration interprofessionnelle efficace. Et donc, être capable de mettre des mots sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on ressent à un moment donné dans une équipe de soins semble particulièrement important pour pouvoir s'ajuster aux autres au sein d'une équipe. Donc, c'est au-delà du travail de construction, de chemin du professionnel, ça sert tout au long de la carrière, que ce soit dans la collaboration interpro, mais aussi dans d'autres aspects. On l'a aussi dans ce que tu disais tout à l'heure sur le côté recherche-action ou recherche collaborative. L'esprit des recherches-action ou des recherches collaboratives, participatives, sous cette grande famille où c'est parfois complexe de s'y retrouver, parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes finalités. C'est par la finalité souvent qu'on va essayer d'avoir des distinctions. Par contre, elles ont souvent un gros point commun, c'est des recherches avec les acteurs et non pas sur les acteurs. Donc c'est cette distinction fondamentale, le avec. Et d'ailleurs, toutes les recherches normalement orientées activité du travail, c'est avec, comme je viens de le dire il y a 30 secondes, c'est-à-dire que c'est à le côté, on ne peut pas parler de comment quelqu'un travaille sans avoir son propre point de vue. C'est l'approche subjective du travail, mais la subjectivité n'est pas à prendre comme une espèce de chose piquante, pas scientifique. Justement, c'est ce qui va faire la précision de ce que l'on fait. Tout à l'heure, on a dit de ce qui guide mon travail quand je suis, voilà, si je suis un kiné, un médecin, expert, etc. Et on sait combien c'est difficile cette mise en mots. Donc, on voit bien ce challenge-là et qu'il y a un lien fort à travailler avec les gens. Donc là aussi, la culture, quand on est dans une recherche-action, on est obligé de partager des concepts, de partager des approches, d'acculturer les uns et les autres. J'ai besoin d'expliquer, comme j'ai dit, c'est quoi la directive professionnelle, c'est quoi les concepts d'ajustement, mais j'ai aussi besoin de comprendre à minima qu'est-ce qu'on fait en formation dans tel domaine, c'est quoi ce métier, et donc on a besoin d'apprendre les uns des autres, sinon on ne pourra pas fonctionner. C'est pas le chercheur qui vient, qui prélève ses données, et puis qu'ensuite qui fait un article comme ça que personne ne va lire et personne ne va comprendre, mais qui va juste mettre dans son CV. C'est pas du tout l'esprit des recherches actions collaboratives ou des recherches avec, c'est pas du tout cet esprit-là.
Et on voit qu'il y a une dimension d'explicitation qui semble importante dans vos comment dire dans vos travaux, mais même dans les séquences d'enseignement, dans le dispositif, expliciter ce que c'est l'ajustement, expliciter Mm. ce que c'est la didactique professionnelle, ça semble être une part importante. Delphine, peut-être pour continuer. En fait, tu parlais tout à l'heure de collaboration professionnelle et de clarification des rôles. Le problème, c'est que quand on n'a pas conscience qu'on a son propre vocabulaire, en fait, on peut pas s'ajuster à l'autre. Et donc, cette forme d'explicitation, c'est aussi important parce que nous, par exemple, là où je suis, on est dans la licence sciences du soin, on est en interprofessionnalité avec 6 formations. Il y a effectivement les 4 éducateurs dans l'institut où je suis, mais il y a aussi des manipulateurs radio et des infirmières, et chacun a son vocabulaire. Et donc, ça veut dire que quand on faisait des cours communs, il fallait déjà que les 4 éducateurs s'entendent, puisque ergo, psychomote, podo et kiné n'ont pas les mêmes vocabulaires, alors qu'ils ont l'impression de parfois dire la même chose. Donc, il fallait déjà s'entendre, puis s'entendre avec les IFSI, puis s'entendre avec les IF même. Et en fait, si ça, déjà, ce travail d'ajustement, il peut pas se faire si c'est pas clarifié dès le départ, en fait. Et parce qu'on a l'impression qu'on dit la même chose, en fait, on le dit pas. Parce que derrière, on n'a pas non plus forcément les mêmes paradigmes, en tout cas. Les besoins de Virginia Anderson, ça n'existe pas chez les rééducateurs, par exemple. Le modèle de l'occupation, c'est plutôt chez les ergos et c'est pas chez les kinés. Donc déjà, tout ça, et tout ça, c'est des allants de soi, comme disait tout à l'heure Eric. Et en fait, c'est pas vraiment décrit, en fait. Il faut vraiment être dans la formation pour savoir ça, en fait. Moi, il y a quelques années, avant d'être dans ce groupe interpro, là, on m'aurait parlé du modèle de l'occupation des ergos. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Or, en fait, c'est le fondement de leur travail, quand même. Donc, si on n'a pas conscience de ça et qu'on n'explique pas le modèle sur lequel on est basé aux autres, en fait, le travail d'équipe et la collaboration, elle peut pas se faire. Et là, on vient de parler des collaborations interprofessionnelles dans des métiers différents, mais même dans les collaborations intra-professionnelles. Moi, je reviens, permettez-moi, au métier que je connais le mieux, celui d'enseignant. Il y a tout un chapitre de mon ouvrage de 2020 où je pars, si vous voulez, de 2 phrases que j'ai entendues en salle des profs ou autre, et qui contiennent toutes, en fait, des erreurs scientifiques. C'est-à-dire qu'en fait, avant de s'ajuster aux autres, il faut d'abord s'ajuster à soi-même, et notamment à ses représentations. Et que si on ne déconstruit pas certaines représentations, on est face à des obstacles ou une espèce d'empêchement d'agir. Mais même à l'intérieur d'une même profession, on voit bien qu'il y a des identités professionnelles ou des cultures différentes, qui s'articulent, mais parfois qui s'opposent. Et là aussi, il y a plein d'allants de soi, et non. Donc, on a besoin de clarifier ça pour pouvoir mieux s'ajuster et travailler les uns avec les autres. Et puis il y a des dilemmes à l'intérieur de la professionnelle et il ne s'agit pas de les réduire en les tranchant, mais justement de les assumer et d'en discuter et de savoir où on se positionne dessus. Peut-être pour finir sur le dispositif, est-ce que pour des formateurs, des enseignants qui aimeraient mettre en place un dispositif équivalent dans leur formation, vous auriez des conseils à leur donner ou des points de vigilance sur lesquels principalement s'attarder pour réussir à mettre en place ces dispositifs de réflexivité? Au départ, moi, je pourrais faire ces formations à l'école et j'ai fait le choix que ce soit quelqu'un vraiment coloré que sciences de l'éducation qui vienne. Par contre, je suis allée avec Eric ou Thierry dans l'amphi pour finalement redonner des exemples de la pratique professionnelle pour que les étudiants n'aient pas l'impression que tout d'un coup, Eric soit venu faire des grandes théories là complètement décalées du terrain. Et donc, du coup, ces 2 casquettes, ça a été vraiment fait exprès, alors que j'aurais pu les garder. Mais à partir du moment où on fait venir des sciences de l'éducation, on a l'impression que c'est complètement un pas de côté. En fait, vous pouvez pas, il me semblait, en tout cas de mon point de vue, qu'on pouvait pas que ce soit la même personne pour l'instant. Maintenant que c'est rentré dans les mœurs, et puis en fait, souvent, je ne vais plus avec Eric. Et Eric, maintenant, il a ses exemples, il est capable de rebondir. Il sait les consignes, il a étudié la CIF, il a la classification internationale, il sait très bien la faire. Et du coup, il s'est emparé, en fait. Il sait d'exemples du métier. Du coup, il est capable de rebondir. Mais au début, Eric, peut-être qu'il va pouvoir en dire des choses, mais c'était nécessaire, en fait, pour s'acculturer. Au début, puis peut-être même si je m'acculture, je pense que c'est une richesse, mais ça coûte plus, on parle de vigilance, même si ça coûte plus cher. Si on peut intervenir à plusieurs, je pense qu'on est plus efficace. Donc, il y a même parfois des dispositifs d'analyse de l'activité dans le monde enseignant où on a 2 ou 3 personnes qui interviennent en même temps avec des points de vue différents, vous voyez, pour pouvoir, que ça parle métier, que ça parle travail réel. Parce qu'à un moment, effectivement, le piège, c'est de réarticuler de façon artificielle, comme nous disions en introduction, la théorie d'un côté et la pratique de l'autre. Pour moi, les 2 points de vigilance du dispositif, c'est ça. On peut vite tomber dans un piège où ça, c'est un diaporama théorique, c'est un peu saoulant. Il est gentil avec sa didactique professionnelle ou avec ses sciences d'éducation. Et puis là, on va parler métier. Donc, c'est ça le principal défi. C'est comment tisser les deux. La métaphore du tissage dont parle souvent Dominique Bucheton. Et donc ça demande aussi une acculturation réciproque. Voilà, mais c'est ça le défi. Le second point de vigilance dont je parlerai, c'est il y a beaucoup de
de situations basées sur de la simulation, voilà, qui ressemble à des jeux de rôle. Ça demande également un apprentissage, une culture établissement, une culture pédagogique. Et ça s'apprend pas juste en 3 semaines. Et donc, ça pourrait aussi être une phase cachée. Donc, Delphine et ses collègues ont mis beaucoup de choses en place depuis de quelques années maintenant qui créent aussi une identité pédagogique à leur établissement ou à sein de leur dispositif. Et donc, c'est parfois ça la face cachée de ce que l'on raconte juste comme ça dans 15 pages d'un article, c'est qu'il y a toute une dimension socio-historique de pratiques réflexives dans un établissement, de toute une équipe qui est derrière, qui essaye de faire avancer les choses, où on appelle ça après innovation pédagogique, c'est parfois peut-être ronflant, mais c'est comme ça qu'on l'appelle aussi pour pouvoir valoriser des changements ou des évolutions à l'intérieur d'équipes pédagogiques de formation. Peut-être pour finir, vous parlez d'une collaboration gagnante entre les approches disciplinaires autour de la santé, ici de la rééducation et réadaptation, mais plus globalement dans la santé, avec les approches de sciences de l'éducation et de la formation. Je sens qu'on sent bien hein, dans ce que vous avez dit et proposé les apports des sciences de l'éducation et de la formation au sein de la santé. Mais est-ce que vous pouvez nous parler également des apports du coup des disciplines de santé pour les sciences de l'éducation et de la formation? Bah, moi, si je commence à répondre immédiatement, ça illustre ça aussi, l'articulation de théorie pratique. C'est-à-dire qu'un modèle d'analyse, une démarche, ne peut pas fonctionner à vide. C'est-à-dire qu'on resterait juste ce qu'on appelle parfois en sociologie, il y a Marianne Dujarrier qui parle de planeurs. C'est assez simple d'être des planeurs une fois qu'on a un certain niveau théorique. Donc là, ça demande l'articulation avec vraiment une mise en place sur le terrain. Et que là, c'est parce que c'est avec des professionnels de santé, mais c'est pareil quand moi je travaille aussi à l'IRTS, dans le travail social ou avec l'enseignement, c'est que ça donne corps vraiment à ce que l'on veut faire. C'est-à-dire que quand Pierre Pastré parle de concepts pragmatiques, de structures conceptuelles, enfin tous les gros mots qui peuvent faire peur ne prennent sens que si on met derrière des situations authentiques, des gestes professionnels authentiques, des stratégies professionnelles authentiques. C'est ça qui fait prendre corps à la théorie. Donc par rapport à tout ce qu'on s'est dit dans cet échange ensemble, on voit bien, elle est là l'articulation théorie-pratique. Sinon, on en revient, c'est l'universitaire qui fait sa théorie, et puis d'un côté, le professionnel qui parle. L'enjeu, il est vraiment de tisser ensemble. Donc, enfin, voilà, c'est les ingrédients réciproques. Ça ne donne vie que si... alors moi, j'ai un chef, par exemple, j'ai un doctorant qui est chef de clinique en médecine générale, André Rabiazza, pour lui faire un clin d'œil, qui travaille sur la communication médecin-patient. Et donc là aussi, il doit articuler des cadres, on va dire, sciences d'éducation, didactique pro, justement, avec des cadres plus communication en santé, qu'est-ce que c'est, avec les référentiels en santé. On pourrait citer notre collègue en sciences infirmières, Loïc Martin, qui a articulé également des cadres des sciences d'éducation avec des cadres des sciences infirmières, notamment le raisonnement clinique. Il a fait un ouvrage là-dessus, et là, il travaille également sur les questions de management, etc. Et nous sommes en Normandie en train de créer un groupe de travail autour des formations en santé où on réunit certains de ces collègues dont je viens de vous parler pour essayer d'être dans ce rapport gagnant-gagnant. Donc, on a rencontré les doyens respectifs de Caen, de Rouen, et puis voilà. Et on va essayer de temps en temps de monter des symposiums. Et donc, certains d'entre nous, je coordonne un symposium au colloque de didactique professionnelle en juin 2025 à Toulouse, où il y aura certains d'entre nous qui essaieront de communiquer sur ce qu'ils font dans leur domaine respectif en santé, en didactique professionnelle. Peut-être vous pouvez nous parler un petit peu du processus de publication dans la revue de votre papier. Comment ça s'est passé pour vous, du coup, la publication dans la revue qui a abouti là en avril 2024? Alors, c'est en lien également avec ce que je vous ai dit il y a 15 secondes. C'est-à-dire que notre groupe de travail, l'acte de naissance du groupe de travail normand, il faudrait que je retrouve le nom tout à l'heure, mais en santé, et ça a eu lieu au colloque du RUMEF en mai dernier, enfin en mai 2023, du coup, à Tours. Voilà. Et puis, à la suite de ça, Delphine avait un contact, j'avais assez complété, et on a chacun, on va dire, proposé des écrits pour pouvoir les soumettre aux expertises à la revue Pédagogie médicale. Et là, ça a été d'une rapidité, d'une efficacité que j'avoue, je n'ai jamais vu dans ma carrière. Donc, je ne peux que remercier les coordonnateurs pour leur rapidité. Enfin voilà, j'ai rarement vu ça, une telle qualité de relecture et rapidité. Voilà. Delphine, je te laisse compléter, bien entendu. Effectivement, les relecteurs ont été très pertinents dans leurs approches et du coup, nous avons des précisions sur des points très très précis, vraiment, et qui effectivement ont augmenté la qualité du manuscrit. Donc, on peut les en remercier pour ça. Tout à fait. Et on voit aussi que les relecteurs étaient déjà des experts en fait. Et ça se voit parce que les questions qui ont été posées, c'était vraiment des points très précis en fait de la théorie. C'était pas quelque chose complètement à côté du tout. C'était vraiment pour rendre encore plus explicite et efficace notre propos. Donc oui, merci pour ça. Et c'est vrai, comme dit Eric, on a eu de la chance. Nous, on a eu dans les 3 jours une relecture et
voilà, il y a de temps en temps, je sais pas, sans doute l'article était attendu, on va dire ça comme ça. Peut-être vous pouvez nous dire un peu tous les deux sur. Alors, vous avez déjà commencé à nous parler d'activités que vous avez en ce moment et à l'avenir. Est-ce que vous pouvez. C'est un peu le moment publicité, là, si vous voulez nous parler de choses sur lesquelles vous travaillez. Enfin, tout ce qui n'est pas confidentiel, bien sûr. Si vous souhaitez partager à la communauté ce sur quoi vous travaillez, peut-être pour créer du lien, c'est le moment. Un petit lien dont on a parlé tout à l'heure, mais on peut pas trop en dire. On travaille à l'écriture, Delphine et moi. On a le projet qui a été accepté. Il faudra l'écrire à l'automne sur un article sur les compétences interactionnelles. Donc, en s'inspirant de tout ce qu'on s'est dit ensemble aujourd'hui, mais que là, on voit bien qu'on est également sur des compétences assez difficiles à attraper, à appréhender, que ce soit pour un chercheur, un formateur ou pour le praticien lui-même. Donc, c'est un défi. Voilà, on va reprendre le cadre des ajustements, plus sur une facette pragmatique linguistique et de voir comment, effectivement, on peut mettre au travail dans cette articulation entre l'analyse et la formation ces dimensions. Et puis, le symposium dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, ces collaborations entre didactique professionnelle et formation et recherche en santé sont vraiment dans une ambition qui vont même faire vivre la didactique professionnelle. C'est-à-dire que c'est pour de vrai que notre collaboration, ça va faire vivre. Et je fais partie, moi, de l'association Recherche et Pratique en didactique professionnelle, et où on réfléchit actuellement, on a des séminaires sur quels sont les principes clés fondamentaux de la didactique professionnelle sur lesquels on s'appuie, et quels sont les défis de demain pour la didactique professionnelle. Donc je pense que le type de collaboration que nous initions ensemble font partie des défis de demain pour la didactique professionnelle, pour lui vraiment donner des enjeux sociaux réels dans cette fameuse tension entre universitarisation et professionnalisation. Et puis on a écrit un article qui est parti en relecture, hein, Eric, on a essayé de repérer, puisqu'on est dans une universitarisation en cours, donc intégration universitaire, et de repérer si les dispositifs qui ont été mis en place finalement révèlent ou pas des tensions entre professionnalisation et universitarisation. Donc on a essayé de regarder ça avec les modèles justement des sciences de l'éducation, et on s'est beaucoup référé aux logiques de la professionnalisation de Vygotsky. Et donc on a essayé de repérer ça. Donc on attend les relecteurs. Bien, hâte de lire tout ça. Peut-être avant de vous poser une dernière question, je vais proposer à nos auditeurs et à nos auditrices de peut-être faire pause sur le podcast ou de prendre un petit temps réflexif pour le coup, pour essayer de noter quelques idées clés qu'ils ont retenues de ce podcast qui me semble a été particulièrement riche, où on est parti dans beaucoup de choses et en profondeur dans le sujet. Essayez de noter, alors soit de votre côté, sur votre téléphone ou directement sur l'espace commentaire du podcast, ce que vous avez pu retenir de celui-ci. Je pense que ce sera particulièrement intéressant justement d'observer les traces d'apprentissage et de réflexion que vous avez pu, que vous pourrez nous laisser. Et je vous propose d'en profiter pour vous abonner à nos réseaux et adhérer à la CIFEM également. Alors peut-être du coup pour terminer, si vous le voulez bien, est-ce que vous pouvez conseiller un livre que chaque auditeur devrait lire un jour dans sa vie? Chacun. Alors, Delphine, peut-être pour commencer. Oui. Pendant ma thèse, j'avais été mon directeur de thèse, M. Renaudot, est plutôt d'inspiration psychanalytique. Donc, il m'avait fait lire un livre qui s'appelle Une séance ordinaire, et Mélanie passe au tableau, c'était le sous-titre. Et en fait, ce qui était hyper intéressant dans ce livre, c'était surtout l'histoire de la co-disciplinarité et de la co-recherche, en fait. Qu'est-ce qui se passait? Et du coup, comment, avec une même situation, en multipliant les regards, on avait encore plus de vision compréhensible. Et du coup, c'est ça qui m'interpelle. On nous disait tout à l'heure l'histoire comment les sciences de l'éducation peuvent s'apporter avec les sciences disciplinaires. Et peut-être que c'est vraiment dans ça, en fait. C'est-à-dire que chacun apporte quelque chose et il n'y a pas de vérité unique, et qu'en fait, c'est l'ensemble qui permettra sans doute d'avoir un meilleur regard et de compréhension des choses. Parce que derrière, c'est quand même des patients, et qu'on est là à destination du patient, et que le quanti, le quali, ça permet quand même de mieux comprendre les choses, et puis surtout d'améliorer la qualité des soins, et c'est ce qu'on veut, en fait. Et du coup, moi, je suis aussi très intéressée par un livre qui va sortir à la rentrée, du coup, en lien avec cette codisciplinarité, qui s'appelle Raisonner en sciences humaines et sociales. Et du coup, j'ai été interpellée par l'édito, où effectivement, l'édito insiste sur cette notion de complémentarité des regards disciplinaires pour mieux comprendre les choses. Donc, j'ai hâte de lire ça à la rentrée. C'est Valérie Aucouturier et c'est Laurent Vehend pour la direction. Donc, Raisonner en sciences humaines et sociales. Parfait. On mettra les références, comme toutes les références des auteurs que vous avez pu, dont vous avez pu parler dans le podcast. On les mettra en description du podcast. Peut-être, Eric, un livre à conseiller? Alors,
c'est un ouvrage collectif qui a beaucoup de liens avec ce qu'on s'est dit là dans nos échanges, qui s'appelle Le travail de la relation, la recherche en travail social et santé dans les sciences de l'éducation, sous la direction de Sébastien Ponou et Richard Witorski, et qui fait suite à un colloque qu'on appelait TRESS, pour le travail de la relation justement, et qui va lieu à Rouen il y a quelques années. Et dans cet ouvrage collectif, vous pourrez retrouver effectivement les actes du colloque, notamment, et donc un symposium qu'on avait fait avec Delphine. Alors Delphine, elle y est au moins 2-3 fois dans cet ouvrage, et donc elle était dans le symposium que j'avais coordonné avec Thierry Piot, où on retrouve nos collègues effectivement en médecine ou en podo, rééducation, etc. Et puis elle est également effectivement avec Thérèse Pérez-Roux, Éric Malero, qui connaissent bien aussi ces problématiques-là, Paul Orly, Stéphane Ballas, qui connaît bien aussi. Enfin voilà, donc on retrouve plusieurs auteurs de cette communauté qui s'intéresse aux questions dont on a parlé aujourd'hui. Et donc, c'est pour faire un clin d'œil à nombreux de ses collègues. Voilà, cet ouvrage pourra vous donner quelques éclairages complémentaires, je pense. Merci beaucoup pour la richesse de ces échanges. Je pense que ceux qui s'intéressent déjà à la didactique professionnelle vont être ravis de la richesse des propos, de la profondeur, des possibilités de creuser ces sujets-là. Et ceux qui découvrent vont certainement vouloir en découvrir un peu plus. Merci à tous les deux pour cette émission. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée. Merci beaucoup, Mickaël. Merci, Delphine. Merci.